Nous allons débuter la table ronde et à nouveau dans la table ronde, eh bien à la fois nous allons revenir sur ce qui s'est passé toute cette année et les formes et comment finalement les formes de concertation politique ont pu se mettre en place et ensuite commencer à ouvrir vers des propositions pour que nous puissions ensuite discuter et réfléchir sur finalement comment on se sent mobilisé dans la conception de ces directrices. Moi, je ne connaissais pas non plus le mot directrice, mais je pense que nous en discuterons aussi. Et donc, nous avons... oui, voilà. Nous avons proposé à Céline Place, qui est sous-directrice adjointe du développement humain du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de faire la première intervention. Vous êtes spécialisée en histoire et également en sciences politiques. Vous avez été conseillère politique en particulier aussi à Beyrouth. Vous êtes aujourd'hui à l'administration centrale et nous sommes demandé finalement, vous qui faites partie et qui avez fait partie des travaux du groupe interministériel pour la sécurité alimentaire et qui avait été mobilisé en fait dans toute cette année de négociation suite au rapport. Eh bien, finalement, comment se sont passées ces négociations et pour pouvoir en fait faire partager avec nous tous les éléments d'échange que vous aviez pu avoir pour arriver à cette recommandation dans la conception des directrices nationales. Merci beaucoup Muriel Mambrini pour cette introduction et puis pour votre invitation. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je suis ici aujourd'hui autant pour apprendre, sans doute beaucoup plus que pour vous donner des informations. Vous l'avez dit, moi je viens d'arriver à la direction du développement durable au ministère des Affaires étrangères, dans cette sous-direction du développement humain que vous connaissez peut-être, qui s'occupe principalement des questions de santé mondiale, d'éducation, d'égalité homme-femme et la raison de ma présence aujourd'hui, de sécurité alimentaire, nutrition et agriculture durable. On a un pôle qui compte 6 personnes dédiées à ces questions, avec des gens qui viennent du ministère de l'Agriculture, des gens qui viennent du secteur privé ou de la société civile, et puis des experts comme Nawal Shahid qui est là, qui a suivi, elle, en effet, toutes ces négociations que vous évoquez, au sein du GISA en particulier, qui pourra aussi, qui était intervenu ici l'an dernier et qui sera, j'espère, disponible pour répondre aux questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Je fais ce petit rappel parce que voilà, ça va peut-être pas de soi de deviner quel est le rôle du ministère des Affaires étrangères sur les questions de sécurité alimentaire et de nutrition. Le point de départ pour nous de la réflexion, c'est vraiment la question du développement durable et de l'action internationale de la France, notamment sur l'agenda 2030 sur les ODD. Avec l'ODD 2 qui est dédié à la question de la lutte contre la malnutrition. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, la malnutrition touche encore plus de 800 millions de personnes, 821 millions, et c'est un chiffre qui augmente au lieu de régresser comme c'était le cas dans le passé, avec 2 causes majeures aujourd'hui, principales, le problème des conflits d'une part et le problème des phénomènes climatiques extrêmes. Donc l'approche du ministère, évidemment, c'est d'essayer, sur la question de la lutte contre la malnutrition, d'avoir une vision globale et de le lier aux autres efforts politiques de la France sur la question, par exemple, du climat. Les problèmes de malnutrition sont aussi des problèmes spécifiques pour les enfants, avec un chiffre lui aussi assez... très important de plus de 151 millions d'enfants qui souffrent de retard de croissance en 2018. C'est un chiffre qui, dans certaines zones du monde, est plutôt à la hausse également, en particulier en Afrique. Et 50 millions d'enfants de moins de 5 ans touchés par une malnutrition aiguë. Vous l'avez dit, je ne vais pas en reparler, ça se cumule aujourd'hui à des problèmes, y compris dans les mêmes familles ou les mêmes pays, de surpoids et d'obésité, qui s'ajoutent à cette problématique. Parallèlement à cette question de la malnutrition, il y a la question des systèmes alimentaires. Et dans la réflexion qui est engagée, on doit prendre en compte les effets des systèmes alimentaires aussi sur l'environnement. Donc le problème parfois de la surexploitation des ressources naturelles, le problème de certains systèmes qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre,
ou bien tout simplement l'impact du changement climatique sur certains systèmes alimentaires. Donc la réflexion, c'est d'arriver dans la lutte contre la malnutrition à travers l'adaptation des systèmes alimentaires, de bien prendre en compte la notion de système alimentaire durable, également en termes d'environnement. Cette réflexion et cet effort, il peut se faire que dans la recherche d'une réponse globale et coordonnée. Vous avez posé tout à l'heure la question de l'engagement des États, en fait, à quoi? Donc c'est une vraie question, puisqu'on est dans la réflexion qui implique aussi et qui engage les États et les systèmes diplomatiques, mais ensuite l'étape vers la mise en œuvre est très complexe. Quoi qu'il en soit, le fait de pouvoir quand même négocier et discuter dans un cadre global, y compris en prenant en compte dès le départ les divergences, c'est de toute façon la seule façon d'évoluer vraiment sur ces questions. Je l'ai dit tout à l'heure, le cadre dans lequel on réfléchit, il y a deux grands cadres, l'accord de Paris sur le climat, adopté en 2015, et cet agenda autour des objectifs de développement durable, adopté la même année, avec l'ODD 2 sur l'élimination des formes de malnutrition. Je fais un petit aparté pour dire que ce cadre de réflexion, il est aujourd'hui aussi porté par la France dans de nombreuses instances, et il va également alimenter les travaux ou les efforts de la France dans le cadre de sa présidence du G7, qui va commencer en janvier 2019, toute l'année, et qui nous donne la capacité, la possibilité en fait, d'essayer de mettre en avant un certain nombre de questions. Il y aura une ministérielle développement en principe, et ces questions de sécurité alimentaire notamment seront abordées dans ce cadre. J'ajoute que la France s'est engagée depuis un moment à le faire, et les travaux devraient aboutir à mettre à jour sa stratégie sur la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable. Je pense que parmi vous, certains participent à la réflexion ou attendent de voir ce texte. En tout cas, c'est en train d'aboutir. Et ça permet aussi de renouveler notre réflexion à l'international sur ces questions. Rapidement, je vais évoquer les deux grands outils dont dispose la diplomatie française pour agir sur les questions de sécurité alimentaire. Le premier outil, c'est l'aide alimentaire programmée. Je crois que Nawal Chaïd l'avait présenté l'an dernier. Rapidement, je le rappelle. Donc, c'est une enveloppe qui était de 35 millions d'euros, qui devrait augmenter pour l'année 2019 autour de 40 millions d'euros, qui est gérée en comité interministériel d'aide alimentaire, donc qui implique en particulier le ministère de l'Agriculture, le ministère des Affaires étrangères, l'AFD, et qui permet en 3 étapes au cours de l'année d'allouer des financements aux pays qui connaissent des crises en fait liées à des situations d'urgence ou d'insécurité alimentaire chronique, des crises alimentaires graves. L'intérêt de cet outil, c'est sa flexibilité et sa réactivité, c'est-à-dire que c'est vraiment les ambassades et donc le réseau des acteurs locaux qui fait remonter les besoins dans les postes et surtout les situations dans lesquelles les besoins sont les plus mal couverts par l'aide internationale. Ce premier outil est orienté également, pas seulement sur de l'aide alimentaire, mais aussi sur le soutien aux systèmes locaux pour permettre de soutenir en fait l'activité de production et de commercialisation locale, donc qui doit renforcer aussi la capacité des pays à faire face à leurs difficultés alimentaires, et qui a un autre objectif de soutien à l'alimentation des enfants et des femmes enceintes notamment. L'autre volet de notre action à l'international, enfin les moyens dont on dispose, c'est l'AFD qui les met en œuvre, avec un mandat d'améliorer durablement la situation des ménages ruraux et urbains, un travail sur l'évolution des systèmes agricoles vers des pratiques plus productives, équitables, écologiques et résilientes. Donc le financement de très nombreux projets. Un chiffre très global, par exemple en 2016, plus de 600 millions d'euros engagés par l'AFD étaient destinés sur les questions de sécurité alimentaire au sens large en Afrique. À côté de ces outils, donc, la France a une action diplomatique sur ces questions.
et elle est engagée dans plusieurs cadres et instances. Donc, on a cité, et on reparlera, du Comité de la sécurité alimentaire à Rome. La France s'est beaucoup engagée, notamment dans la réforme de ce CSA, et continue à penser que c'est un cadre indispensable et efficace pour faire avancer une réflexion collective appropriée par les États sur les questions de sécurité alimentaire. Donc il y a un soutien politique et financier, même modeste, sur l'action du CSA chaque année par la diplomatie française. On est actif également dans d'autres cadres que vous connaissez, la plateforme globale des donateurs pour le développement rural, par exemple, ou le mouvement Scaling Up Nutrition. Maintenant, je vais venir peut-être plus à la question des négociations. Donc, globalement, l'approche française vise à soutenir l'amélioration des systèmes agricoles et alimentaires en soutenant le développement rural et l'agriculture familiale. L'agriculture familiale fournit 80% des denrées alimentaires mondiales. C'est un cadre, en fait, également de soutien économique aux familles, de sécurisation de leur situation alimentaire et de stabilisation également du monde rural. Donc ça reste un paradigme sur lequel la France est engagée et qu'elle continue à essayer de promouvoir. Vous connaissez ça très bien, mais l'action diplomatique, elle se matérialise principalement à travers la représentation permanente de la France à Rome, qui intervient auprès des 3 agences romaines, le Programme alimentaire mondial, la FAO et le CSA. Les positions françaises, elles se sont matérialisées sur la négociation dont on parle autour de principalement trois points que vous avez évoqués tout à l'heure, Patrick Caron. La question de l'inclusivité, on souhaitait que le CSA ait le temps de mener une négociation la plus inclusive possible, et donc en prenant 2 années si c'était nécessaire. Garder une approche large, vous l'avez dit, sur les systèmes alimentaires, et anticiper, prendre en compte la question des freins et des obstacles. Les positions françaises, elles sont consolidées dans un cadre interministériel ouvert à la société civile, au secteur privé, à la recherche, si je ne me trompe pas, qui est le GISA, le groupe interministériel pour la sécurité alimentaire, qui est une structure qui a été créée en 2008, qui reste active, qui se réunit tous les 3 mois, et qui permet aussi une appropriation au niveau français de l'action internationale, et inversement une appropriation par la diplomatie des priorités aussi de tous les acteurs, en fait, de la question de la sécurité alimentaire. Voilà, je crois que j'ai dépassé de quelques secondes, et je vais en rester là, en fait. On va peut-être ouvrir sur la discussion. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Page. Maintenant, je demande à Monsieur Frédéric Lambert, qui est chef du service Europe et international à la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Votre service est chargé d'élaborer les positions françaises et de participer aussi aux négociations européennes et internationales. Nous vous avons interrogé sur la place des normes, finalement, puisqu'on revient quelque part aux normes au sein du ministère, l'importance du travail de concertation qui peut être fait dans le cadre de l'élaboration des normes, et finalement les expériences du ministère de l'Agriculture sur lesquelles il est possible de capitaliser dans le cadre de cet exercice qui est demandé sur la suite. Merci par avance de votre présentation. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous avez bien décrit effectivement mes activités qui consistent à suivre en fait et coordonner pour l'ensemble du ministère toutes les questions relatives à ce qui se fait au niveau européen, en particulier évidemment sur la politique agricole commune, mais aussi dans les organisations internationales et notamment tout ce qui se passe au niveau de la FAO, du CSA, etc. Donc moi ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement déjà
la question des normes, c'est évidemment au cœur de l'action du ministère de l'Agriculture. Et moi, ce que je retiens de ce qui a été dit ce matin par Patrick, mais aussi par Hervé Guyomard, c'est que ces questions-là, en fait, elles ne peuvent s'aborder que selon une approche globale et systémique. Alors c'est ce qui en fait évidemment toute sa complexité pour les acteurs publics et pour les politiques publiques, mais c'est ce qui leur donne effectivement un sens. Et cette approche globale, je pense qu'il faut l'avoir au niveau des thématiques, au niveau des acteurs, dans la concertation avec les acteurs, et il faut l'avoir aussi, en tout cas essayer de l'avoir au niveau des différents échelons géographiques sur lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'on essaye en tout cas d'être le plus possible cohérent dans ce qu'on fait au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Alors, pour donner un exemple peut-être qui est dans l'actualité, cette démarche-là, cette approche globale, c'est celle qui a prévalu dans les états généraux de l'alimentation et donc qui ont donné lieu à l'élaboration d'une loi. Donc ça a été une démarche effectivement multi-acteurs et avec 14 ateliers. Donc 14 ateliers où on a traité à la fois des questions de création de valeur, de répartition de valeur, mais tout ce qui tourne aussi évidemment des systèmes alimentaires durables, les questions sanitaires, les questions de bien-être animal, enfin bref, tout ce qui rentre dans le scope en fait de la production et de l'alimentation. L'idée de départ, c'était de dire que si effectivement on veut aller vers des systèmes plus durables, et notamment accompagner la transition donc, de notre agriculture vers des systèmes plus durables, plus résilients, pour faire face aux multiples défis auxquels il est confronté, il faut déjà, la première chose, c'est qu'il faut que les agriculteurs, donc les acteurs qui sont les premiers concernés, puissent dégager un revenu de leur activité, donc création de valeur. Il faut que cette valeur qui se génère tout au long de la chaîne alimentaire, elle soit mieux répartie. Donc il y a un axe répartition de la valeur. Et c'est ça, ça fait partie des conditions essentielles pour pouvoir effectivement mener cette transition. Alors si on regarde les mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi, ça vous donne, si vous regardez, je vous invite à aller regarder donc, le site internet du ministère de l'Agriculture, et il y a des infographies qui sont assez bien faites, assez pédagogiques. Alors déjà, ce que vous pouvez souligner, c'est que le titre de la loi reflète bien cette approche. C'est la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. Donc on englobe effectivement l'ensemble des sujets. Et donc vous avez des dispositions dans la loi qui visent à permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne et avec une meilleure répartition de la valeur. Donc c'est toutes les dispositions sur la construction du prix, l'élaboration des référentiels effectivement des indicateurs de coûts, les seuils de revente à perte, etc. Vous avez des éléments sur les conditions sanitaires et environnementales de production, sur l'alimentation saine et durable. Et vous avez aussi, par exemple, des dispositions sur l'approvisionnement de la restauration collective, et notamment, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc cette démarche-là, donc globale, c'est celle qui a prévalu dans le cadre des états généraux de l'alimentation. Cette démarche, cette association des acteurs, on souhaite aussi la promouvoir dans d'autres enceintes, évidemment. Donc il y a le CSA. Le CSA, effectivement, la France a été quand même assez, je dirais, proactive pour, je dirais, relancer ce comité de sécurité alimentaire donc, en 2011. Et puis, au niveau national, ça a coïncidé avec la mise en place du GISA, donc le groupe interministériel donc, sur la sécurité alimentaire, où on a effectivement une discussion avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, cette approche globale, elle se fait aussi au niveau, il faut la raisonner au niveau géographique, donc français, européen, parce que c'est quand même un peu lié, pas surtout, mais c'est quand même un peu lié, et puis au niveau international. Alors, pour ce qui est, donc ce que je vais essayer de vous dire, c'est en gros un peu ce qu'on fait et ce qu'on va essayer de faire. Alors, au niveau français et européen, donc déjà, je pense que ce qu'il faut indiquer, comme je l'ai dit, donc
Les normes, ça fait partie un peu de l'ADN du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Mais ça, ces normes-là, elles sont plutôt définies au niveau européen. Enfin, en tout cas, toutes les normes d'application obligatoire en matière sanitaire, ça définit, je dirais, un encadrement réglementaire qui est quand même assez fort. Donc, pour l'ensemble, pour garantir en fait la sécurité sanitaire des produits. Vous avez également des normes volontaires. Des normes volontaires, ça veut dire des systèmes, par exemple, de certification des produits, des systèmes, tout ce qu'on met sous le vocable des signes officiels de qualité, donc nos appellations d'origine, les indications géographiques de provenance, etc., la bio. Et donc ça, effectivement, c'est un élément important dans toute la réflexion qu'on peut avoir sur une alimentation durable. Alors, au niveau plus, je dirais, national, même si je ne suis pas un spécialiste de la question, c'est plutôt la Direction Générale de l'Alimentation, mais il y a quand même une expérience française. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est unique au monde, évidemment, mais elle est... alors, à mon avis, on communique insuffisamment sur l'expérience qu'on a en la matière, mais à chaque fois, enfin, en tout cas, moi, je l'ai remarqué dans les discussions qu'on a au niveau international, à chaque fois que vous allez voir d'autres pays, ils sont toujours très intéressés par toutes les démarches qui sont menées en France dans le cadre, par exemple, du Programme national de l'alimentation. Et donc, tout ce qui concerne les programmes alimentaires territoriaux, tout ce qu'on fait en matière de restauration collective, donc je l'ai déjà cité tout à l'heure, il faut savoir que dans la loi EGA, on oblige effectivement à ce que la restauration collective, à horizon 2022, s'approvisionne à hauteur de 50% en produits, alors soit sous signe de qualité, donc les produits bio, les produits avec un approvisionnement local. Donc tout ça, c'est quelque chose effectivement qui est important. Et derrière, Patrick Caron a parlé des questions d'environnement alimentaire. Effectivement, derrière tout ça, les questions d'environnement alimentaire, elles sont essentielles. Le bio, par exemple, alors on dit beaucoup que ça revient plus cher effectivement de s'approvisionner en bio, peut-être, mais c'est pas forcément le prix du produit qui va être déterminant, c'est plutôt toute la logistique en fait d'identification, de repérage et de circuit d'approvisionnement qui va peut-être effectivement avoir un impact sur le coût. Il y a des dispositions sur le gaspillage alimentaire, il y a des dispositions pour favoriser le don alimentaire, pour améliorer l'information du consommateur, et puis il y a tout un volet éducation, formation, on l'a bien vu dans les slides qui ont été présentés par Hervé Guillaumard, c'est vrai que l'éducation joue un rôle aussi et très important donc vis-à-vis des comportements alimentaires. Donc voilà au niveau national. Alors au niveau européen, je vais un tout petit peu parler de la politique agricole commune parce qu'on est aussi dans l'actualité, donc il y a une réforme en cours. Nous, ce qu'on essaye de promouvoir au sein de la future politique agricole commune, ce sont toutes les dispositions qui vont favoriser les transitions, les transformations de l'agriculture. Transformation, je dirais, pour une meilleure structuration, organisation des filières. Donc dans la lignée des EGA où on vise effectivement à ce que la production soit mieux organisée, à ce que on puisse accompagner la montée en gamme donc des productions. Et on essaye aussi de défendre toutes les dispositions qui vont favoriser la transition écologique. Et notamment, une des grandes nouveautés donc, dans la proposition de la Commission, même si c'est un peu technique, c'est l'introduction d'un éco-régime, on appelle ça un éco-scheme dans le jargon européen. Et cet éco-scheme, c'est une partie en fait des aides directes que les États membres vont pouvoir utiliser pour mieux rémunérer les services environnementaux rendus par les agriculteurs. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on porte beaucoup. Au départ, on était très isolés, mais petit à petit, on arrive à effectivement associer et avoir des alliés sur cette position-là. On cherche aussi à favoriser, en tout cas soutenir tout ce qui est prise de risque. Parce qu'évidemment, quand on cherche à favoriser la transition c'est compliqué, ça prend du temps, et puis ça ne marche pas tout le temps.
Et donc, il y a nécessairement un facteur risque à prendre en compte. Ce facteur n'était pas pris en compte jusqu'à maintenant dans les dispositions de soutien donc, qui sont mises en place au niveau de la politique agricole commune. On essaye effectivement de faire en sorte que cette fois-ci, ça puisse se faire. Et puis, on a des dispositions donc, sur le deuxième pilier de la PAC, donc le développement rural, qui permettent aussi de favoriser, d'inciter, de soutenir les démarches, par exemple, comme les programmes alimentaires territoriaux. On a aussi des dispositions dans la PAC pour favoriser la consommation de fruits et légumes. Il y a les fruits et légumes dans la récré, il y a quand même des montants importants qui sont consacrés par l'Union européenne sur ces questions-là. Alors pour terminer, donc on a fait le tour de la France, de l'Europe, maintenant au niveau international. Alors ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une position évidemment le plus possible cohérente sur tous ces sujets-là, y compris au niveau international. Et là, ça se complique. Ça se complique parce que dans les négociations internationales, il y a les négociations commerciales, donc que ce soit au niveau multilatéral, au niveau de l'OMC, au niveau des accords de libre-échange, où c'est quand même la Commission donc, qui négocie, puisque c'est sa compétence exclusive. Et donc on essaye, nous, de faire porter notre voix d'abord au niveau français, donc dans l'interministériel, et puis après essayer de faire porter ces positions au niveau européen. Et nous, ce qu'on défend, c'est ce qui figure en fait dans le plan d'action CETA, c'est essayer de faire en sorte que les accords commerciaux prennent davantage en compte tout ce qu'on met derrière le développement durable, les réglementations sanitaires, phytosanitaires, tout ce qu'on met derrière un vocable qui est très difficile à traduire, mais qui s'appelle le level playing field, c'est-à-dire en gros essayer de trouver des conditions de concurrence équivalentes, parce que c'est ça, en fait, actuellement l'enjeu. On l'a bien vu dans les discussions donc, du groupe de travail sur le plan d'action CETA. L'enjeu, il est là. Si vous lisez dans la presse ce qui se passe actuellement sur le Brexit, l'enjeu, il y a un enjeu très fort là-dessus. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va autoriser, en quelque sorte, le Royaume-Uni à diverger réglementairement, comme elle l'entend, par rapport à ce qui se fait dans l'Union européenne. Donc là, il y a un enjeu majeur, effectivement, un enjeu majeur pour nous. Et puis je terminerai sur les organisations internationales. Donc le CSA, comme j'ai dit, donc ça c'est le CSA, on y croit. Le HLPE aussi. On a un agent effectivement qui a beaucoup travaillé là-dessus, mise à disposition par le ministère de l'Agriculture. On va renouveler effectivement cette mise à disposition. Virginie Hossein, qui est ici présente dans la salle, travaille d'arrache-pied effectivement pour défendre ses positions, les positions du ministère de l'Agriculture dans cette enceinte, qui est une enceinte multi-acteurs. Et pour nous, c'est très positif que la nutrition, les questions donc, qui ressortent du rapport HLPE, remontent en fait dans l'agenda. Alors tu l'as dit, Patrick, ce sont des lignes, alors, je ne sais pas si on dit directrices ou lignes directrices, peu importe. C'est un produit majeur. Alors dans le jargon, c'est important, c'est un produit majeur, ça veut dire qu'effectivement il y aura des lignes directrices, certes elles sont volontaires, mais après, je pense que il y aura toute une action diplomatique, notamment au niveau de la FAO, par exemple, pour faire en sorte que les organisations internationales s'emparent de ces lignes directrices et derrière les États. Et je pense que là où la FAO peut sans doute faire mieux, c'est dans la promotion effectivement de ces lignes directrices et dans le suivi de ce que les pays en font. Et je terminerai là-dessus. Je parle de la FAO. Vous le savez sans doute, la France a présenté une candidature. Donc une candidate donc au poste de directrice générale de la FAO, donc Catherine Gillan-Lanéel, qui devait intervenir aujourd'hui, mais qui est déjà dans une campagne très active et qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Je pense que c'est un signe aussi de l'importance que la France accorde à ces sujets-là. Et ce qui est très important aussi à souligner, c'est que cette candidature, elle est non seulement française, mais elle est européenne. Elle a été soutenue par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et je pense que sur ces questions de système alimentaire, l'Union européenne a une vision qu'il me paraît important de faire valoir et de promouvoir dans les enceintes internationales. Merci. Merci, Monsieur Lambert.
Je crois qu'on voit effectivement et on discerne de mieux en mieux pourquoi on parle des systèmes alimentaires plutôt que de l'environnement alimentaire. Mais nous allons revenir sur des questions de risques et d'opportunités aussi en termes de réalisation, puisque merci Madame Martin de nous avoir rejoints. Vous êtes directrice Sciences et Nutrition Europe à Danone Nutricia Research. Votre formation initiale est l'écologie, donc toutes les approches systèmes vous les connaissez et vous travaillez vraiment au développement de la nutrition, de la stratégie nutritionnelle en Europe, fondée aussi sur des evidence-based, je dirais, sur des propositions scientifiques et sur la capacité en fait à travailler avec les porteurs d'enjeux à la fois au niveau interne et au niveau externe. Donc merci beaucoup de votre intervention aujourd'hui. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais juste apporter une petite précision. En fait, depuis quelques mois, j'ai changé de fonction et j'ai intégré en fait l'équipe Public Affairs au niveau du groupe international et je suis à présent en charge du plaidoyer pour la santé et la nutrition. Et j'avoue que toute expérience que j'ai acquise au sein de la recherche et développement précédemment m'est extrêmement utile pour avoir une idée de la réalité des choses en termes d'activation des solutions. Je ne sais pas ici quel est le niveau de connaissance de l'audience sur Danone. Donc en 2 mots, Danone est une société qui est historiquement ancrée dans la santé, qui a été, dont le fondateur avait créé en 1919 les premiers yaourts Danone avec une demande des médecins qui cherchaient une solution pour les enfants qui souffraient de diarrhée. Et qui avait comme connaissance que le yaourt pouvait apporter une solution thérapeutique. Et donc le produit était vendu en pharmacie. Bon, bien sûr, depuis, il a fait son chemin et c'est devenu un produit grand public, mais qui reste profondément ancré dans la santé. De cet héritage, on a élaboré notre mission, qui est d'apporter la santé à travers l'alimentation au plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a à peu près 900 millions de consommateurs de par le monde, dans plus de 120 pays. Donc effectivement une grosse entreprise internationale, mais qui reste profondément ancrée au niveau local pour répondre vraiment aux attentes et aux besoins des consommateurs dans chaque pays. Compte tenu des enjeux aujourd'hui environnementaux, il nous a semblé absolument indispensable d'élargir notre vision en fait à pas seulement l'alimentation et la nutrition, mais aussi aux problématiques environnementales. Et l'an dernier, nous avons décidé de redéfinir, enfin en tout cas de définir une vision qui s'appelle maintenant One Planet, One Health, considérant que la santé est profondément interconnectée avec l'environnement et qu'on ne peut pas aborder un sujet sans aborder l'autre. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir une approche systémique de l'alimentation à travers, qui va depuis l'environnement, les systèmes alimentaires, la santé, la nutrition, et de façon absolument holistique. Donc vous pourrez comprendre facilement que avec cette philosophie-là, nous sommes aujourd'hui totalement supportifs de cette initiative du CFS, qui nous semble absolument cruciale pour répondre aux enjeux auxquels nous faisons face. D'un côté, les problématiques de malnutrition, les impacts sur la santé, mais aussi prenant en compte le poids que la production alimentaire aujourd'hui exerce sur les ressources naturelles qui sont en train de s'épuiser et également face aux enjeux de changement climatique. Donc, ce qui nous a paru particulièrement intéressant dans cette initiative du CFS, c'est de pouvoir aborder les 2 facettes du sujet, la problématique nutritionnelle et santé, mais aussi intégrer la dimension de durabilité à travers les systèmes alimentaires. Et pour ce faire, en fait, nous avons été actifs au sein de ce qu'on appelle donc le mécanisme du secteur privé, dont nous faisons partie, et qui peut, à travers donc des discussions entre acteurs du secteur privé, faire des propositions pour prendre en compte les enjeux, les idées, le savoir-faire, les connaissances du secteur privé. Et donc, nous avons, durant l'année qui vient de s'écouler, activement participé à l'élaboration des termes de référence en faisant des propositions très concrètes qui ont ensuite été partagées au mois de juin, si je ne m'abuse,
dans le cadre de la préparation des réunions du mois d'octobre. Juste pour vous donner quelques exemples très concrets de ce que nous faisons déjà chez Danone, puisque en fait, le secteur privé agirait à l'avantage de pouvoir être réactif et de travailler sur un temps plus court. Parce qu'on est aussi face aux pressions de nos consommateurs qui parfois nous demandent des choses finalement aussi de façon très rapide. Et donc, l'intérêt effectivement du secteur privé est de pouvoir commencer à agir finalement même avant que les politiques ne se mettent en place. Et au sein de Danone, on a déjà effectivement mis en place très concrètement tout un ensemble d'actions. Et je vais reprendre les 3 axes qui ont été cités, qui me semblent effectivement des piliers fondamentaux. Donc la production, l'environnement alimentaire et le comportement des consommateurs. Donc pour vous donner quelques exemples, au niveau de la production, nous croyons beaucoup à l'avenir de ce que nous appelons l'agriculture régénératrice. Ce concept, en fait, est un concept qui également est holistique et qui considère que la production alimentaire ne devrait pas dégrader notre environnement, qu'il soit purement biologique ou social, mais au contraire être capable de créer de la valeur. Et donc ça veut dire mettre en place des pratiques agricoles qui permettent de régénérer les services écosystémiques, par exemple en réduisant le labour, en diversifiant les cultures, en enrichissant le sol en matière organique, de façon à améliorer la rétention de l'eau, la libération d'engrais naturels, etc. C'est également une approche qui ne se veut pas uniquement basée sur les systèmes biologiques, mais également beaucoup plus sociale. Également permettre aux agriculteurs de pouvoir vivre dignement de leurs revenus. Et à ce titre-là, d'ailleurs, on a été très actifs dans les discussions des États généraux de l'alimentation sur cette problématique des revenus des agriculteurs, puisque nous avons mis en place depuis maintenant peut-être une trentaine d'années des principes de contrat avec nos producteurs de lait, de façon à leur assurer un revenu digne, quelles que soient les conditions du marché du prix du lait. Sur l'aspect environnement alimentaire, également nous sommes très actifs dans ce domaine-là. Nous avons par exemple, il y a 2 ans, publié des engagements nutritionnels à 2020 qui en fait aujourd'hui conduisent à des gros programmes de reformulation de nos produits, de façon en particulier à réduire les quantités de sucre et améliorer globalement la qualité nutritionnelle de notre offre alimentaire. Par ailleurs, nous avons assez précocement soutenu le système d'étiquetage nutritionnel en face avant de l'emballage, Nutri-Score, que vous connaissez probablement tous. Je pense que nous avons été la première entreprise privée, enfin une des premières entreprises privées à soutenir ce système d'étiquetage que nous avons donc démarré en France et que nous promouvons de façon extrêmement active dans d'autres pays de l'Union européenne, comme en Belgique, donc qui maintenant a été endorsé par le ministère de la Santé belge. Et nous l'avons fait également de façon unilatérale en Allemagne. Nous allons le faire en Autriche, également en Suisse. Et aujourd'hui, et très récemment en Espagne également, il est endorsé par le gouvernement espagnol. Et nous sommes effectivement très en soutien de ce déploiement au niveau européen. Et en fait, dernier point sur l'aspect comportement des consommateurs. Nous sommes également très engagés dans des campagnes, par exemple, pour aider les consommateurs de boissons sucrées à évoluer vers un mode de consommation plus sain. En proposant d'abord ce qu'on appelle des aquadrinks, qui sont des produits, des boissons sucrées beaucoup moins sucrées que les soft drinks habituels. Mais in fine, l'idée est de les emmener vers la consommation d'eau. Et pour ça, on a en fait toute une palette de solutions possibles. Par exemple, pour les enfants, d'utiliser des petites mascottes sur les bouteilles d'eau qui rendent cette offre extrêmement attractive pour les enfants et qui leur permettent de passer assez facilement de consommation de boissons sucrées vers la consommation d'eau. Voilà pour Danone. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas... Une minute. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus pas seuls en tant qu'entreprise agroalimentaire et que d'autres entreprises aujourd'hui ont pris conscience de ces enjeux, de transformer les systèmes alimentaires. Et nous avons créé une coalition qui s'appelle FRESH, qui est pilotée par le World Business Council on Sustainable
Development, basé à Genève, dans lequel on va retrouver des gros acteurs comme Nestlé, Unilever, Kellogg's, PepsiCo, mais également d'autres acteurs qui couvrent l'ensemble de la chaîne alimentaire, depuis la production d'engrais, la production agricole, la transformation et puis également la distribution. Et nous avons une vision commune au sein de ce groupe d'environ 40 entreprises aujourd'hui de absolument soutenir l'évolution du système alimentaire vers un système alimentaire à la fois sain et durable, qui soit compatible avec les limites environnementales. Un dernier mot sur pour terminer. Je pense qu'il est vraiment important qu'on ait tous en tête que si on veut arriver à mettre en place des solutions rapidement, parce que l'urgence est là, je pense que Nicolas Hulot l'a bien rappelé hier soir, l'urgence est là, il faut absolument qu'on soit capable de travailler tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est à la fois du point de vue des thématiques, donc être capable de croiser des thématiques de nutrition, d'alimentation, d'agriculture, d'environnement. On voit effectivement qu'au niveau européen, autant il existe des DG santé, environnement, agriculture, mais il n'existe pas de direction générale alimentation, et c'est effectivement peut-être là où le bas blesse. Et puis également de travailler, de casser des silos entre acteurs. Et nous sommes extrêmement demandeurs, nous, de pouvoir travailler en partenariat avec d'autres organisations, parce qu'on sait que le changement d'échelle ne se fera qu'à cette condition-là. Bien sûr, il va falloir gérer de façon correcte les problématiques de conflit d'intérêts, mais je pense qu'à partir du moment où on peut avoir un objectif commun, absolument partagé, on peut absolument adresser cet enjeu-là. Voilà. Merci Madame Martin et merci pour votre message. Monsieur Brochard, vous êtes d'Action contre la faim, vous êtes chargé de plaidoyer sécurité alimentaire, Action contre la faim, donc toutes les étapes de négociation, vous les avez également suivies. Vous faites partie aussi du groupe interministériel sur la sécurité alimentaire. Votre formation est en sciences politiques et en géographie, mais totalement concentrée sur les questions de coopération internationale, d'action humanitaire et de politique de développement. Et donc, ce que vous savez ajuster, c'est à la fois les questions d'agroécologie et la caractérisation des dynamiques spatiales. Et donc, vous travaillez aussi beaucoup dans le plaidoyer pour une transition agroécologique et l'adoption de systèmes alimentaires sains, durables et nutritifs. Donc, à nouveau, nous voulions vous interroger aussi sur votre perception de ce dispositif de concertation et aussi sur les messages que vous portez. Merci beaucoup. Juste une petite clarification, je ne vais pas prendre la parole au nom d'Action contre la faim, mais je vais prendre la parole au nom de deux comités, qui est le comité agriculture et alimentation de coordination sud, et au nom du mécanisme de la société civile, du comité de la sécurité alimentaire mondiale, au même titre que le secteur privé. Il y a un mécanisme de la société civile et il y a un groupe de travail, système alimentaire et nutrition. Donc c'est au nom de ces deux organismes que je prendrai la parole. 5 minutes, c'est assez court, donc je vais principalement structurer ma prise de parole en deux parties. La première, ça va être le retour de la société civile par rapport au rapport du HLPE, Système alimentaire et nutrition. Et la deuxième, c'est notre contribution et notre point de vue sur l'étape des négociations et sur les lignes directrices Système alimentaire et nutrition qui vont commencer à être rédigées en janvier. Concernant le rapport du HLPE qui nous a été présenté tout à l'heure, rapidement, on avait deux principales critiques en tant qu'organisme de la société civile. Le premier a trait à la classification des systèmes alimentaires qui sont présentés selon une évolution qui est présentée comme linéaire d'un système alimentaire traditionnel à un système alimentaire moderne. Il y a plein de classifications des systèmes alimentaires et on pense que c'est assez parti pris en fait de montrer une évolution qui serait comme ça linéaire et comme si on tendez tous vers le même système alimentaire. Si on prend un exemple, juste en France, il y a différents types de systèmes alimentaires. Si on prend l'exemple des chaînes de valeur du bio, si on prend tout ce qui est structuration des AMAP, ce sont des systèmes alimentaires en tant que tels avec des modes de pratique, des modes de production qui leur sont propres.
Et la deuxième critique, qui est le deuxième problème qu'on avait principalement avec ce rapport du HLPE et les débats qui ont suivi, c'est une concentration des débats et un accent qui a principalement été mis sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Notre perception, c'est que ça a été fait à défaut d'une concentration et d'une réflexion aussi sur le droit de ces consommateurs et sur les producteurs alimentaires et les travailleurs agricoles. Si on regarde le but de ce rapport, c'est de réformer les systèmes alimentaires pour lutter contre la faim, pour lutter contre la sous-nutrition. Si on regarde dans la réalité, si on regarde les chiffres, qui souffre de cette faim et qui souffre de cette malnutrition? Je parle de sous-nutrition. Principalement, à 55% des personnes souffrant de la faim, ce sont des petits producteurs ou des petits éleveurs. Ce sont des personnes qui travaillent eux-mêmes la terre, mais qui n'ont soit pas les savoirs, soit pas les bonnes infrastructures, soit pas le bon soutien, en fait, pour réussir à se nourrir, pour réussir à avoir accès au marché. Le problème de la sécurité alimentaire, c'est un problème d'accessibilité au marché et c'est un problème d'infrastructure, avant d'être d'un problème de consommation. Et notre réflexion par rapport à ce rapport du HLPE et ce qu'on défend notamment dans ces négociations, c'est qu'il faut absolument avoir une réflexion et avoir des arguments qui sont mis en place par rapport au volet production agricole. Donc nous faisons partie, comme l'a dit M. Caron, des acteurs qui avons poussé pour changer d'un focus sur environnement alimentaire à un focus sur système alimentaire dans son ensemble, avec effectivement une réflexion sur le volet production. Ça, c'était nos commentaires par rapport au rapport du HLPE. Par rapport aux négociations à venir et par rapport aux positions qu'on va défendre, trois points. Le premier, c'est que, comme il a été dit, il y a 3 systèmes alimentaires qui ont été présentés dans le rapport du HLPE et nous souhaitons ne pas construire nos contributions en fonction de cette classification, mais plutôt voir comment accompagner chacun de ces systèmes alimentaires vers une transition pour les rendre plus durables et pour les rendre plus nutritifs. Donc nos contributions vont plutôt être de mettre en avant des propositions sous chacun des volets des systèmes alimentaires pour essayer d'en améliorer la capacité nutritionnelle et la durabilité. Le deuxième point, je fais assez rapidement pour nous laisser le temps pour avoir des questions. Deuxième point, concernant nos positionnements, nous pensons que quelles que soient en fait les initiatives ou les idées qui sont présentées dans ces lignes directrices pour des systèmes alimentaires durables et nutritifs, elles doivent être centrées sur 4 principes majeurs et elles doivent prendre en considération 4 thématiques majeures. La première, c'est leur impact sur le changement climatique. Quand on pense système alimentaire, si on regarde les documentations sur le système alimentaire moderne, par exemple, on voit que c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, quelle que soit l'initiative pour les rendre plus durables, pour les rendre plus nutritives, leur impact sur le changement climatique sont absolument clés. La deuxième, c'est de se centrer sur un respect des droits humains, et particulièrement le droit à l'alimentation, bien entendu. Ensuite, c'est de prendre en considération l'équité des genres. Et enfin, de se centrer sur une réalité, de prendre en considération une réalité qui est la réalité du changement démographique, particulièrement dans les pays du Sud. Nous avons besoin de mettre en œuvre et de pousser des initiatives, des modèles et des solutions qui répondent aussi à une forte demande d'emploi dans ces systèmes alimentaires. Et il faut trouver aussi l'équilibre entre les deux. Enfin, concernant les solutions que nous, on va pousser, elles sont en cours de construction, donc je vais conclure là-dessus, mais si on doit en citer 3 qui pour nous sont clés, bien entendu, ça va être une réflexion poussée sur tout ce qui est transition agroécologique, avec un soutien marqué sur les pratiques agroécologiques comme pratiques permettant d'assurer un emploi, de minimiser les impacts environnementaux, de maximiser l'adaptation comme l'atténuation sur le changement climatique, etc., etc., etc. La deuxième, ça va être sur le volet nutritif, de vraiment pousser une approche favorisant la diversification alimentaire comme la principale approche alimentaire pour lutter contre la sous-nutrition. Et le troisième volet, bien entendu, ça va être de s'inscrire dans un respect et une compréhension des cultures et des traditions alimentaires qui sont locales. On ne peut pas considérer qu'il y a un système alimentaire global qui va pousser un régime alimentaire globalisé mondial. Il y a plein de différenciations, il y a plein de cultures, il y a plein d'aliments traditionnels, de manières de cuisiner les aliments qui maximisent certains types de nutriments dans certaines situations. C'est quelque chose qu'il faut valoriser, c'est quelque chose qu'il faut pousser.
Donc, sans ces différents points, en tant que société civile, on pense que ces négociations auront du mal à aboutir et auront du mal à avoir un impact sur le long terme, un impact durable et un impact efficace sur la lutte contre la faim. Merci beaucoup.